j'ai 52 ans, j'ai un conjoint, 2 enfants et environ 130 kilos que je mets au service de la diversité. Je parle de confiance en soi, d'estime de soi, de valorisation, de pouvoir, d'acceptation. Tout cela à travers des mises en scène de tenues du jour. Tout ça, donc, ça reste assez ludique. Et dans ces tenues que je mets en scène, c'est la semaine, plus le jeudi, dans le cadre du look du jeudi, où je laisse la parole à mes abonnés. Je leur demande d'envoyer des photos et qu'ils soient mis en avant ce jour-là. Donc ça reste le look du jeudi. On a toujours l'idée en France que le surpoids, c'est égal à une mauvaise santé. Alors que quand on est mince, on est plutôt en bonne santé. Alors, ce qui est complètement faux. Il y a plein de personnes grosses qui sont en très bonne santé, des personnes minces qui sont en mauvaise santé. Il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une injustice biologique. On est programmé génétiquement pour être gros ou pas. Un gros restera gros s'il est programmé pour, même s'il fait un régime, s'il fait une chirurgie. Et avec les chirurgies, en plus, on sait le nombre d'échecs, encore plus en augmentation, ces échecs, si on est programmé pour être gros. Donc, il faut savoir que malgré tout, c'est une vraie injustice biologique, une vraie injustice, une inégalité causée par la génétique. Il y a aussi d'autres choses, c'est qu'en France, on ne valorise pas beaucoup les minorités, donc ce qui est différent dans les pays anglo-saxons. Par exemple, c'est vrai que les gros, en général, c'est une minorité qui dérange. On voudrait, dans la société, les faire disparaître. Par exemple, il y a très peu de visibilité dans l'espace médiatique, très peu de visibilité, pareil, dans le milieu urbain. Il suffit de descendre dans la rue, essayer d'aller prendre un bus et de s'asseoir dans une place, et ben c'est compliqué. Pareil, au niveau politique, on n'a pas de représentation et de visibilité. Et puis, quand on en a, en fait, au niveau médiatique, de la visibilité, on est souvent sujet au harcèlement, en fait. Donc, ça, c'est compliqué. Il y a plusieurs chanteuses qui sont à l'heure actuelle harcelées du fait aussi qu'elles sont pensantes et qu'elles sont intelligentes et grosses. Donc, il y a des choses à ménager manifestement. Et puis, la grosseur, c'est aussi un vrai business. Si tout le monde était mince, que deviendraient les industries agroalimentaires, que deviendrait le milieu médical, qui ne pourrait pas vendre de chirurgie, les cosmétiques qui nous vendent également des produits pour les vergetures, les choses comme ça, des pilules un peu miracles pour maigrir. La presse féminine aussi qui va décupler ses ventes pendant les beaux jours. La grosseur, c'est aussi un vrai business et on a tout intérêt à ce que les gros restent gros, qu'ils se sentent mal, qu'ils angoissent, qu'ils puissent s'enfermer dans une spirale où ils vont manger, culpabiliser, etc. Nourrir leurs inquiétudes, justement pour se faire l'argent sur leur dos. Le milieu pharmaceutique se gave parce qu'il propose il y a des compléments alimentaires, il y a des choses pour perdre du poids, des pilules. Donc, on est aussi dans l'annexe, on va dire. Par exemple, quand on est en surpoids, on a aussi des problèmes d'articulation. Donc, on peut vendre des produits justement pour ce genre de problème. Il y a toute une industrie qui fonctionne grâce aux gros, en fait. Les 80-90, si tu veux, elle est complètement différente d'aujourd'hui. En 90, il y avait tout à construire. Si tu veux, au niveau médical, on avait beaucoup un ton culpabilisant. On était toujours dans ces clichés non déconstruits de la suralimentation, de la sédentarité, qui mène à l'obésité, bien sûr. Et donc, c'était très culpabilisant. C'était notre faute. Tout ce qui arrive, c'était notre faute. On n'avait qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Aujourd'hui, bien sûr, il y a encore des médecins qui ont ce ton culpabilisant, mais on comprend que l'obésité, si tu veux, c'est quelque chose de plus complexe que ça. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs psychologiques, qu'il y a des facteurs environnementaux, que le microbiote aussi intervient dans la prise de poids, que même les chirurgies, certaines chirurgies bariatriques sont vouées à l'échec, mais
On avance, on accompagne, il me semble, un peu mieux que dans les années 90. Au niveau des fringues, par exemple, moi je me souviens qu'à l'époque, quand je participais au défilé d'Anne Zamberlan, elle invitait de jeunes créateurs justement à venir habiller des gros, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et la seule offre vestimentaire qu'on avait, c'était dans des boutiques avec des pièces très très chères, parce que justement il n'y avait pas beaucoup d'offres, ou la VPC. La VPC, avec des marques comme La Redoute, Daxon, Le Bonheur. Moi, si tu veux, dans les années 90, j'avais 19 ans. Donc, comment en trouver des vêtements qui correspondent, si tu veux, à mon âge dans des catalogues comme Daxon, qui sont des catalogues privilégiés pour des personnes d'un certain âge, pour des seniors plutôt. Donc, je te donne une petite anecdote. À l'époque, pour trouver un jean, donc déjà, je m'habillais, j'avais 19 ans, je m'habillais par exemple dans une taille 50-52. Trouver un jean, c'était impossible. Donc, je n'avais pas de jean à 19 ans, j'étais au lycée, je ne portais pas de jean. Les seuls jeans que je trouvais, il fallait que j'aille dans les puces à Clignancourt, dans une boutique Levi's. Il n'y a qu'à cet endroit que je trouvais un jean à ma taille. Et ce jean, à l'époque en francs, je le payais 400 balles. Donc trouver des jeans à l'époque, c'était compliqué. Parce que, un, on n'en trouvait pas, et deux, c'était cher. Donc 400 francs pour un Levi's, à l'époque, c'était hors de prix. Et pour ma famille, je sais que c'était compliqué de pouvoir m'offrir ce genre de vêtements. Donc, voilà, de fil en aiguille, l'idée me vient peut-être de me créer des choses, déjà à l'époque. Donc, je m'achetais finalement des jeans qui n'étaient pas à ma taille et que je faisais ouvrir sur les côtés par une couturière, et je rajoutais une écharpe dans le style un peu Burberry. Et voilà, et du coup, ça faisait un peu un jean streetwear assez sympa, ce qui était un peu à la mode à l'époque, parce que j'étais dans un style un peu streetwear, voilà. Donc, et ça collait bien avec mon style de l'époque. Mais il fallait vraiment, c'était très compliqué. C'était un peu la croix et la bannière pour trouver des vêtements adaptés, en tout cas à mon âge, en lingerie. Il y avait pas grand-chose à commander non plus sur des catalogues un peu seniors. J'avais 19 ans à l'époque, et donc c'était compliqué de trouver des choses, même on va dire le basique on ne trouvait pas en fait, en grande taille, je précise. Aujourd'hui, l'offre est plus importante. Il y a des nouvelles marques tous les jours qui essayent de jouer la carte de l'inclusivité. Des microcapsules, même dans des marques standards. Par exemple, Gémeaux a fait très souvent des microcapsules avec des influenceuses qui proposent des microcapsules grande taille. Donc ça, c'est vraiment génial. Ou certaines marques font des coupes oversize, justement pour pouvoir convenir au plus grand nombre. Donc là-dessus, vraiment, ça a beaucoup évolué par rapport aux années 90. Et puis aussi, il y a, malgré tout ce qu'on peut en penser, la fast fashion. Bien sûr, c'est à moindre coût, mais on trouve des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs, et avec un prix plus intéressant. Aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver aussi bien donc de la fast fashion que des choses plus assimilées à du luxe, on va dire, de la mode éthique également, mais avec ses problèmes de coût. Aujourd'hui, on peut s'habiller sur Internet. Je précise sur Internet parce qu'en boutique, c'est un peu plus compliqué, même si je connais une boutique qui fait ce genre de taille. Mais aujourd'hui, on peut s'habiller jusqu'en taille 70 sur des boutiques en France. De façon plus générale, je ne sais pas si la vie est plus agréable en 90 ou de nos jours, honnêtement, parce qu'il y a toujours cette grossophobie. D'ailleurs, c'est en 90 qu'on a utilisé pour la première fois le mot de grossophobie. Parce que les grosses sont toujours stigmatisées, et la grossophobie devient un peu systémique, ordinaire, décomplexée. Donc par rapport à ça, je ne sais pas s'il y a vraiment un mieux au niveau de la grossophobie.
Moi, je dirais vraiment qu'il faut éduquer ses enfants à la diversité et à la bienveillance. Un jour, j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais au collège et je me suis aperçue que, en perdant du poids, finalement, j'avais beaucoup plus d'amis qu'avant. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a vraiment troublée de me rendre compte que finalement, les gens sont beaucoup plus attachés aux apparences que finalement à la personnalité des gens. Je trouve ça grave. Honnêtement, je trouve ça grave. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé déjà de vivre pour moi, pas pour les autres. On n'a qu'une vie, elle est courte, donc essayer de la vivre le mieux possible. Vivre pour moi et ne pas vivre pour les autres. Je veux également aussi être libre de mes choix, de ne pas être dans le rôle justement de la grosse qui ne sait pas dire non, qui dit oui à tout et qui se laisse marcher sur les pieds. Alors ça, c'est pas possible non plus. Et puis j'essaye de rester moi-même, ce qui est la base à mon sens, et de ne pas changer parce qu'on vous le demande ou parce que ça fait mieux ou parce que voilà, essayer vraiment de rester soi-même. Je pense que c'est important. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis qu'importe l'apparence, on sera toujours de toute façon le trop de quelqu'un. Donc quoi qu'il en soit, je m'aime et ça me suffit. Dans ma vision des choses, le vêtement doit mettre en valeur la silhouette, doit mettre en valeur mes particularités. Certains diront des défauts ou cacher le ventre, etc. Pour moi, ce sont des particularités, pas des défauts. Donc, il est hors de question de prôner le camouflage. Mon style aussi, c'est des vêtements qui épousent les contours, qui me font exister, qui me rendent visible dans cet espace urbain qui nous veut invisible, en fait. Oui, on pourrait dire de la provocation et dans le non conventionnel. J'ai envie de dire mon corps, ce héros. J'ai un corps qui me porte depuis plus de 50 ans, alors que j'ai pesé plus de 150 kilos. Vraiment, je lui dois reconnaissance et gratitude. On a vécu des choses incroyables ensemble, aussi bien des grossesses que 10 km de descente en Ardèche, dans 10 cm d'eau. Donc, vraiment, je lui dois beaucoup et je dirais que j'essaie de vraiment, pour le remercier, d'en prendre le plus soin possible. Ma routine, j'ai envie de dire que finalement, j'aime pas m'inscrire dans ce genre de routine, en fait. J'ai par contre une certaine hygiène de vie. Le matin, je fais du yoga, quelques étirements, j'essaie de manger équilibré, avec le moins de produits transformés possible, des produits du marché. Je vais marcher 20 minutes par jour minimum, j'essaie de m'hydrater, de dormir suffisamment. C'est plus dans une hygiène de vie. Et ce qui me paraît important aussi, c'est d'éviter le maximum des sources de stress, en fait. Mais vraiment, les routines corporelles, les soins, alors c'est pas du tout mon truc. Déjà, j'ai pas forcément les moyens d'être dans ce genre de routine, parce qu'après le skincare, il y a la routine capillaire, la routine body, etc. Donc non. Et puis j'ai envie de dire, on est encore quelque part dans des injonctions, en fait. Quand on regarde Instagram, par exemple, les influenceuses, elles sont quelque part dans une quête absolue du bonheur, avec une vie parfaite, avec justement des produits, on ne vieillit plus, on reste jeune, on reste mince, on est healthy, on est toujours à la recherche de la meilleure version de soi-même, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'y arrive pas, on est moins bien que les autres. Est-ce que si on n'y arrive pas, est-ce que ça va nous plonger dans des frustrations, dans la dépression? Arrêtez de nous vendre du rêve, quoi. Soyons dans la vraie vie. J'ai des comptes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Je ne reçois jamais de commentaires négatifs.
Alors j'ai pas mis de filtre, hein, pourtant. Et puis si je peux plaire à des personnes, voilà, qui ont ma vision des choses, qui sont un petit peu dans mon parcours de vie, bah, tant mieux. Voilà. Mais je ne reçois pas de commentaires négatifs ni sur mon corps ni sur mon style. En même temps, j'ai pas besoin d'être validée, j'ai pas besoin d'être validée par les gens. Je sais qui je suis, je sais ce que je suis, je sais ce que je peux faire, je connais mes limites, je sais ce que je vaux. Vraiment, j'ai pas besoin qu'on vienne me le dire. L'important, je pense, c'est d'être en phase avec qui on est, avec ses idées, et c'est l'important. Après, si j'avais effectivement une horde de haters à mes basques, j'avoue que ça serait du harcèlement déjà, et puis je prendrais les mesures qui s'imposent pour faire arrêter ça, et puis ça me ferait pas renoncer. Moi, il faut relativiser. Il y a pire dans la vie. Il y a des situations. Alors gros, c'est vrai que ça peut être embêtant pour plusieurs raisons, mais voilà, il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus difficiles, j'ai envie de dire. Donc relativiser, première chose. Ensuite, essayer de mettre le doigt quand même sur ce qui peut blesser la personne. Est-ce que c'est une personne qui a, par exemple, subi des traumas ou des remarques à répétition, etc. Et peut-être lui conseiller de se faire aider, de se faire accompagner par un professionnel pour libérer la parole. Ensuite, je lui dirais que s'accepter, c'est un travail de tous les jours, qu'il faut apprendre à s'accueillir, à se regarder, à se toucher avec bienveillance. Et ça commence par exemple, le miroir, tout simplement. Donc, se découvrir, par exemple, quelque chose de tout bête, par exemple, c'est de pouvoir se passer de la crème devant le miroir, se réapproprier son corps, se regarder avec bienveillance, essayer de ne pas focaliser sur des petites parties de son corps, mais plutôt de se regarder dans une globalité. Et puis aussi, je lui proposerais peut-être de faire des ateliers comme des ateliers photographiques, qui peuvent être une vraie thérapie pour certaines personnes, pouvoir s'appréhender différemment quand on est maquillé, quand on est coiffé, quand on est habillé. Bien, on n'a pas du tout la même image de soi, donc on peut effectivement regagner de l'estime, regagner de la confiance, voilà, juste à travers une photo. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce biais. Je trouve ça vraiment. C'est immédiat. On a un résultat immédiat et tout de suite, on a les yeux qui brillent. On a des étoiles dans les yeux de la personne qui est en face de nous et elle se dit ah oui, ça, c'est moi. Je peux m'envisager de cette façon. C'est possible. Ça, je peux y arriver. Donc je trouve que voilà, les ateliers par exemple photothérapie, c'est génial pour ça. Déconstruire tous les clichés qu'on a sur les gros, en fait. Tout ce qui est autour de la nourriture, que le gros ne fait que s'empiffrer, que le gros ne fait pas de sport, que le gros manque de volonté, que le gros manque d'hygiène, des bêtes, tout ça. Enfin, tous ces clichés qu'on a sur les gros, je pense qu'il faudrait les déconstruire, voilà, pour que ces personnes soient mieux considérées dans la société. Il faudrait aussi qu'on puisse intégrer le concept que la beauté n'est pas unique, en fait, qu'on est dans une diversité de corps, de façon de penser aussi, et que la beauté n'est pas synonyme de minceur, que la beauté n'est pas synonyme de jeunesse. Arrêtons avec ces sociétés qui se veulent lisses et parfaites. Ça n'existe pas. La société idéale pour moi, ce serait un lieu où chacun aurait sa place, et où chacun pourrait faire ses preuves, que chacun puisse montrer ses compétences, plutôt que d'être jugé sur son apparence. Arrêtons de croire que la perfection, c'est le but à atteindre, c'est le goal, comme on dit sur les réseaux. Je pense qu'il faut se rapprocher de la réalité, tout simplement, être plus proche de ses abonnés également, moins pimpé, moins sponsorisé, voilà, pour qu'on soit aussi sur un pied d'égalité, en fait, qu'il n'y ait pas low follower qui sort juste à me suivre, en fait, tout simplement, et puis l'influenceuse, voilà, qui est un petit peu intouchable sur son piédestal. On mérite mieux, en tout cas. En tout cas en grande taille, c'est que même si l'offre est abondante, ça ne veut pas dire qu'on trouve les pièces dont on rêve. Très souvent, en fait, la mode, elle est calquée en fait sur la mode standard.
et puis agrandit de taille en taille, voilà, pour arriver aux grandes tailles. Ce qui est complètement idiot en fait, parce que c'est idiot de dire ça, mais chaque gros est unique. En fait, on revendique le côté unique de chacun, mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est compliqué, il faudrait passer presque par du sur-mesure, mais déjà trouver des lignes de vêtements qui créent des patronages adaptés à des morphologies et pas agrandis d'une taille standard, déjà, ça fait la différence. Il faudrait aussi, je pense, que les prix soient plus raisonnables. En fait, aujourd'hui, s'acheter une robe dans une grande taille, c'est à partir de 35 €. Tout le monde n'a pas ce budget-là. 35 €, j'ai envie de dire, dans un style classique standard. Après, effectivement, on peut tendre vers le luxe, où ça peut dépasser les 150 €, j'ai envie de dire, pour une robe. Avec l'inflation qui est en hausse de partout, il faut avoir un sacré budget pour pouvoir s'habiller, parce que je parle d'une robe, mais une robe, le pantalon, la veste, le manteau, etc. C'est un budget vraiment conséquent. Et puis, dans ces cas-là, on se rabat, c'est vrai, facilement sur la fast fashion, avec tous les problèmes environnementaux que ça peut occasionner. Par contre, et les problèmes d'éthique aussi, on veut une mode responsable, etc. Mais pareil, il faut en payer le prix. Donc je comprends que les gens, par manque de budget aussi, se rabattent sur de la fast fashion, même si effectivement, voilà, ça entraîne des soucis éthiques. Vraiment, j'essaye d'y réfléchir, mais bon, puisque je ne trouve pas, pour l'instant, l'éthique, je la mets un peu de côté. J'avoue, 35 € pour acheter une brassière en coton, bio, avec des éléments recyclés, je trouve que c'est un peu cher, honnêtement, pour une brassière, quoi. Puis, dans mon style en particulier, c'est ultra compliqué. Donc, voilà, je pars du principe que quand c'est stretch, je rentre. Tant que les clichés sur les gros ne seront pas déconstruits, ça reste des croyances pour beaucoup de gens, en fait. Et puis, c'est des choses dont on a du mal à se défaire, en fait. C'est ancré en nous depuis tout petit, en fait. On voit des images de femmes parfaites, de femmes parfaites, donc femmes jeunes, minces, blondes en général. Et donc, quand on est tout le contraire de ça, finalement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je suis grosse, je suis moche, je suis grosse, je ne vaux rien. Je suis grosse, je ne suis pas aimable. Aimable ou baisable, je ne sais pas comment dire. Je suis grosse, je ne mérite pas d'être aimée, je suis grosse, personne ne voudra de moi. Vraiment, ça joue sur la santé mentale et finalement, ça nous, comment dire, on est comme dans un cercle vicieux finalement, puisque c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'ôter cette culpabilité, de remplir ce vide en nous? On va manger. On va manger, d'accord. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des troubles. Pour beaucoup de gens, des troubles, des TCA, je veux dire. Hein. Et puis, voilà, une fois qu'on a mangé, qu'on s'est rempli, qu'est-ce qui se passe? On est coupable. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On grossit, on prend du poids. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve de nouveau moche. On se retrouve de nouveau à ne pas mériter d'être aimé, à être dans la dévalorisation la plus totale. Dans les relations amoureuses, on éteint la lumière quand on se retrouve dans l'intimité avec quelqu'un. On n'ose pas, on n'ose pas se déshabiller. On évite que la personne nous touche. Où vraiment on choisit effectivement des endroits, par exemple ne touche pas à mon ventre, je ne supporte pas mon ventre, ne touche pas à mon ventre. Mais je veux dire, c'est quoi, dans quelle vie est-on? Ça, c'est incroyable. Moi, ça me paraît une vraie aberration. Et bien sûr que ça joue sur la santé mentale des gens. Ça ne fait pas de bien, vraiment. C'est une spirale infernale en fait. C'est difficile. C'est connaître ses droits. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas leurs droits. J'ai envie de dire, la deuxième chose, c'est qu'on peut effectivement se rapprocher d'associations. Il y a plusieurs associations qui luttent contre la grossophobie et je pense que c'est une bonne idée de se rapprocher d'elles. Ensuite, lutter au quotidien contre la grossophobie, je pense que la base, c'est l'éducation, il me semble. L'éducation. Éduquer vos enfants et éduquer votre entourage à la grossophobie, à la différence et à la diversité.
Ça me paraît la base de tout. Ensuite, ne pas hésiter à aller vers les politiques aussi. Il me semble que, alors je sais même plus quel jour c'est, mais il me semble qu'il y a une journée de lutte contre la grossophobie. Donc je pense qu'il faudrait peut-être beaucoup plus d'actions comme cela, justement pour entre guillemets vulgariser la grosse attitude, la grosseur, je ne sais pas comment dire. En tout cas, voilà, les pouvoirs politiques ont leur rôle à jouer là-dedans aussi. Et puis, effectivement, lutter contre la grossophobie et les discriminations, porter plainte, faire valoir ses droits. Enfin, la discrimination et la grossophobie sont punies par la loi aujourd'hui. Donc, effectivement, ne pas se laisser faire et ne pas être justement dans la béatitude ou dans le fait de subir tout le temps. Il faut réagir, et ne pas se laisser faire. Pour moi, l'important, c'est de se faire plaisir dans la vie, quoi. C'est vivre pour soi, se faire plaisir, et puis les autres, on s'en fout, quoi. Les autres, on s'en fout.